Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur Pug. Le groupe espagnol de luxe vient de sortir ses résultats semestriels pour 2025. Oui, des chiffres solides apparemment, malgré un contexte mondial, pas si simple. Exactement. Alors, on va décortiquer tout ça. On a le communiqué officiel, la présentation aux investisseurs aussi. Voilà. L'idée, c'est de voir un peu ce qui se cache derrière ces chiffres, les moteurs de croissance, par produit, par région, et puis ce que ça dit pour la suite. Allez, on y va. Premier chiffre clé. Presque 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires net au premier semestre. C'est plutôt pas mal. C'est solide, oui. Et surtout, une croissance de plus 7,6% à périmètre constant. Donc ça, c'est la vraie performance organique si on veut. Exactement. Le fameux LFL, like for like. Après, bon, il y a l'effet des taux de change, notamment le dollar US qui était un peu faible. Ça ramène la croissance publiée à plus 5,9%, mais ce 7,6%, ça les met au-dessus du marché de la beauté premium, non? Ah oui, c'est tout à fait ça. Ils surperforment le marché. Et ce qui est intéressant, c'est que cette croissance LFL, elle est constante. Plus 7,5% au T1, plus 7,7% au T2. Donc il y a une vraie résilience là. D'accord. L'impact des devises, par contre, et c'est un peu accentué au deuxième trimestre, à moins 3,8%. Ça masque un peu la bonne dynamique de fond. Ok. D'ailleurs, Marc Puig, le PDG, il insiste là-dessus, sur cette solidité. Et il souligne un truc, la reprise du maquillage au T2. Ah oui, le maquillage. C'est vrai que ça avait démarré doucement. Plus 2,0% LFL sur le semestre entier. Oui, un peu timide au début. Mais là, au T2 seul, c'est plus 10,5% LFL. C'est une sacrée accélération. Carrément. On voit l'effet des lancements chez Charlotte Tilbury, les collections Super Nudes, Unreal. Ça a l'air de bien prendre. Donc ça, c'est un point fort du T2. Mais globalement, qu'est-ce qui tire le plus l'activité? Alors, ça reste quand même le segment parfums et mode. C'est le cœur historique, 73% des revenus. Ah oui, quand même. Et ça tourne bien, hein. Plus 8,6% LFL sur le semestre. Byredo, la marque de niche, elle cartonne. Et on attend de voir ce que va donner le gros lancement Carolina Herrera, la Bomba. La bomba, ok. Et le soin? Le soin de la peau très dynamique aussi, plus 8,6% LFL également. Là, c'est Uriage qui pousse, et encore Charlotte Tilbury qui joue sur les deux tableaux, maquillage et soins. Donc en fait, toutes les catégories contribuent bien, avec ce coup de boost du maquillage au T2. Ça a l'air de valider leur stratégie de diversification avec les acquisitions récentes. Tout à fait. Le portefeuille est bien équilibré. Et géographiquement, ça donne quoi? Où est-ce que ça marche le mieux? Alors là, c'est très net. L'Asie-Pacifique, c'est la locomotive. Ah ouais. Plus 16,5% LFL sur le semestre. Et ça a même accéléré au T2, avec plus 19,5%. C'est énorme. Waouh! Et qu'est-ce qui explique ça? Principalement la Corée du Sud, le Japon, et puis beaucoup d'activations locales pour Charlotte Tilbury, qui semble vraiment percer là-bas. D'accord. Et les autres régions? Les Amériques, c'est très solide aussi, plus 10,9% LFL sur le semestre, une belle dynamique. Et l'Europe, Moyen-Orient, Afrique. L'EMA, c'est leur plus gros marché en volume, je crois. Oui, ça représente encore 52% du chiffre d'affaires. Mais la croissance y est plus modérée. C'est-à-dire? Plus 3,6% LFL sur le semestre. C'est correct, mais on voit bien la différence avec l'Asie ou les Amériques. Ok, donc l'expansion internationale est vraiment clé pour tirer la croissance globale. C'est ça. Ça compense une Europe peut-être un peu plus mature ou plus sensible au contexte actuel. Bon, avec tout ça, comment ils voient la fin de l'année 2025? Ils ajustent leurs objectifs? Eh bien non, justement, ils maintiennent leurs objectifs annuels. C'est plutôt un signe de confiance, hein. D'accord. Ils visent toujours une croissance LFL entre 6% et 8% pour l'année complète et une amélioration de la marge d'EBUDA ajustée, donc une meilleure rentabilité opérationnelle. Malgré le contexte éco et géopolitique qui reste incertain. Voilà, ils affichent une certaine confiance dans leur trajectoire. Ok. Donc si on résume rapidement ce premier semestre, une croissance solide pour Puig, bien répartie entre les catégories avec ce réveil du maquillage, et géographiquement tirée par l'Asie et les Amériques, ils font mieux que le marché. C'est exactement ça. Ça montre la force de leur portefeuille de marque, ce qu'ils appellent leurs love brands. Et puis la diversification géographique qui aide à naviguer dans un environnement complexe avec les effets de change, etc. La stratégie d'innovation et d'expansion, ça paye. Absolument. Alors pour finir, une petite question qui va un peu au-delà des chiffres. Avec ces gros lancements comme la Bomba, cette présence de plus en plus forte en Asie,
Comment est-ce que Puig va gérer l'équilibre entre ces marques historiques, iconiques, et puis ces nouvelles pépites comme Byredo ou Charlotte Tilbury? C'est une excellente question. Comment cet équilibre va façonner l'identité du groupe et sa prochaine phase de croissance? C'est peut-être ça la réflexion à avoir pour la suite. Tout à fait. L'intégration et la synergie entre l'ancien et le nouveau, c'est un défi constant pour ce genre de groupe en croissance. Un sujet passionnant à suivre.